Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde et dernière vidéo de la fabrication de Massier Ruban. Je vous ai laissé sur votre faim au premier épisode, voilà de quoi satisfaire votre frustration. Vous avez remarqué mon sweat? Il est beau, hein? Vous pouvez avoir le même sur ma boutique Spreadshirt. Le lien est en description. Je commence par le moteur et la transmission. Il me fallait un condensateur et une rallonge noire pour le moteur. 2 fois 5,99 €. Du médium pour faire la grande poulie, 4,99 € et finalement une courroie trapézoïdale chez un 2-3 courroies, 16,78 € avec le port. Il me faut les diamètres pour mes deux poulies. Une lame de scie à ruban, ça avance entre 15 et 20 mètres par seconde. Pour le périmètre du volant, c'est le diamètre fois pi. Ici, 0,5 m x 3,14, 1,57 m. Pour atteindre les 20 mètres par seconde, je dois donc faire 20 divisé par 1,57, 12,74 tours par seconde, fois 60, 764 tours par minute. Mon moteur tourne à 2820 tours par minute. Il me faudra donc une poulie moteur 2820 divisé par 764 fois plus petite que celle qui entraîne la lame. On a un ratio de 3,69. Si je me base sur une poulie moteur de 100 mm de diamètre, il me faudra une poulie qui entraîne la lame de 369 mm. Ne regardez pas comme ça, hein, j'ai trouvé la formule sur un forum et j'ai appris par cœur. C'est pas mon truc les maths, hein. J'ai pris 2 morceaux de MDF de 10 que j'ai collés, une fois sur le tour, je peux faire le diamètre et l'empreinte pour la courroie. La poulie moteur sera en bubinga. J'ai préparé le morceau et alésé le trou central. J'ai fait une petite clavette pour l'axe moteur, l'empreinte est fatiguée mais suffisante pour entraîner correctement. J'usine ma poulie moteur et je fixe ma poulie volant. Les axes doivent être taraudés pour pouvoir serrer les volants en place. Je perce donc de chaque côté et je fais un filetage. Je fais le montage avec des entretoises provisoires en PVC. C'est nickel, mais ça empêche un peu les volants de tourner. Alors pourquoi mes volants forcent-ils? Actuellement, j'utilise mes roulements de cette façon. Le premier arrive embuté contre l'entretoise et le deuxième est au bout. Au milieu, il n'y a rien du tout. Quand je force avec les 2 vis de chaque côté, je force sur le centre des roulements qui, eux, reposent à l'extérieur des roulements. Un roulement à billes ordinaire comme celui-là n'est pas fait pour accueillir une charge latérale. Si je le fais, l'ensemble force, chauffe et se détériore très vite. Dans ce cas précis, je dois supprimer la charge qu'il y a entre les 2 roulements en rajoutant une entretoise qui prend appui sur le centre des roulements et qui permet à l'extérieur de tourner librement. Évidemment, l'entretoise doit être pile poil de la bonne longueur pour qu'il n'y ait pas de jeu. Ça doit serrer un tantinet quand même, sinon ça va craquer et tourner de guingois. Je mets en place un entraînement à galets pour rectifier mes volants. Au premier épisode, je vous ai dit qu'on pouvait laisser un peu de balourd. Et bien là, je vais usiner ce petit décalage pour équilibrer totalement les volants. Ça doit tourner parfaitement rond. Sinon, les vibrations engendrées seront ingérables. La jante des volants est rectifiée légèrement convexe. Mais pourquoi convexe? Parce que, quand vous avez un entraînement avec une courroie plate ou ici une lame ruban, ce dernier va toujours avoir tendance à se déplacer sur le diamètre le plus grand. Du coup, en faisant un profil convexe, le ruban va avoir tendance à rester toujours au milieu du profil. Une fois fait, je vernis mes volants en polyuréthane pour les protéger et les rendre jolis. Je dois doubler les jantes avec un bandage caoutchouc. J'utilise de vieilles chambres à air. Je les lave bien pour enlever le talc et je les colle à la néoprène avant de couper la matière en trous. Mes volants tourneront mais ne sont pas équilibrés. On peut le voir quand les volants tournent de même. Ça me donne l'endroit où je dois rajouter un peu de poids pour corriger ça. Un petit lamage avec une vis et des rondelles et c'est réglé.
Je peux alors présenter ma lame, 3454 mm de long par 20 mm de large, en C75 standard, 35,90 € avec le port sur outillage 2000. Bon, j'attaque le support moteur. Ça, c'est la plaque de montage d'origine du moteur que j'ai récupéré. Je vais m'en servir comme base pour toute ma transmission. Je commence par renforcer le piétement avec une traverse, et je débite un pilier en chaîne pour le support moteur. Puis, pièce par pièce, je fais un système de tension. Un premier essai montre que la courroie panique un peu au fonctionnement. Je vais l'aider à se calmer un peu. Je fabrique 2 galets sur roulement qui me serviront autant à régler la tension de la courroie qu'optimiser la transmission. Il va falloir autant jouer sur la courroie que sur le volant pour arriver à quelque chose de correct. Une poulie trop libre emportée par son inertie peut aussi perturber. Bref, je vais tâtonner jusqu'à arriver au bon réglage. Je dois faire mes guides de lame. J'ai choisi la version full roulement. Donc j'ai acheté 6 roulements de 8 par 22 par 7 chez un de 3 roulements pour 89 centimes pièce. Un peu de savoir-faire et je prépare les blocs pour mes guides d'enduètre. Chaque roulement sera entouré d'une petite jante en buis. Deux roulements axiaux pour le guidage latéral et un radial pour l'appui de la lame. Je fais 4 excentriques en buis et en cuivre pour les roulements axiaux. Les glissières des radios sont équipées d'un ressort pour un réglage aisé. Il va leur falloir des supports à ces deux guides. Je commence par celui du bas qui est aussi un support pour le plateau. Je le fais bien costaud en chaîne. Il faut que je fasse un dégagement pour le volant dans cette pièce. Je fais ça à la circulaire avec une butée.
Je colle alors quelques guides de fixation pour un montage-démontage facile. Je fixe la pièce avec 2 bons tire-fonds. Devant, je fais un pied facilement démontable. Le guide sera bloqué par une équerre en acier que je colle à l'époxy et assuré par 2 vis. Maintenant celui du haut. Je prépare ma pièce principale en frêne pour le réglage en hauteur. Coller sur un morceau de chêne pour faire une glissière solide. Je perce pour coller à l'époxy un morceau de tissu fileté qui permettra de bloquer la glissière. Je taille d'ailleurs une lumière dans la glissière pour permettre le réglage. Je fais aussi une molette en chêne à partir d'un écrou rentré en force. Je réalise alors la glissière pour le guide lame. Une petite douille vissante fera le blocage du guide. Bon, voilà, le guidage de la lame, c'est terminé. Bon, je dois m'occuper du plateau. Mon imprimante ne voulant plus marcher par manque d'encre, je fais le plan de l'articulation à la main. Je débite alors le bois nécessaire pour faire les 4 pièces en question. Le traçage est un pôle technique, le centre des arcs de cercle étant à l'intersection de la lame et de la surface du plateau. Une fois réalisées, les glissières sont vissées et collées à leur place. Le plateau est à vis sur 3 côtés. Pour que ce soit plus propre, je colle de la fine baguette de sapin. Je défonce le centre du plateau pour faire de la place au guide lame. Un coup de scie circulaire fait un accès pour changer la lame. Je renforce la coupe avec un morceau de médium provisoire. Je pense que je ferai de grosses targettes de verrouillage à terme. Je colle à l'époxy la première demi-lune sur le dessous du plateau. Et j'assure avec 2 vis. La deuxième demi-lune peut être alors fixée à sa place. Je fais 2 compas en alu pour le réglage de l'angle du plateau. Je les colle à l'époxy avant de les visser. Je peux marquer l'emplacement de mon zéro et poser mes 2 douilles filetées venues du dernier lot acheté. 2 coiffes en médium viennent terminer l'articulation.
Je fais alors 2 vis de serrage sur le même modèle que précédemment. Et un morceau de plexi prend la place de l'obturateur. Le plateau de travail est terminé, c'est pratique et solide. Je peux faire quelques tests de coupe. Je veux voir si mon moteur va tenir la distance. Eh bien, je suis agréablement surpris. Je pensais qu'un si petit moteur perdrait un peu en régime, mais même avec un morceau de chaîne assez large, il ne bronche même pas. Comme quoi une bonne démultiplication, ça change tout. Une lame neuve aussi, je pense. Je peux démarrer la fabrication des carters de protection. Je commence par le plus important, celui sous la zone de coupe, qui servira aussi de carter d'aspiration. J'utilise du Vecaplan, un PVC de 10 mm qui s'apparente au MDF, à savoir 2 faces denses et un intérieur plus aéré. Une buse de 100 mm permettra le branchement de l'aspirateur. Je le scelle en place avec du mastic bicomposant époxy. Après, c'est le protège-lame du guide supérieur, que je tire dans un morceau de tube aluminium de 50 mm de large, j'enlève une des faces pour en faire un profilé en U. J'en arrive au carter en contreplaqué. Je ne vais pas fermer totalement la machine, j'aime bien le style un peu rétro des carters ouverts. De plus, j'ai envie de voir mes volants tourner. Je fais donc une protection qui entoure les volants et la lame. J'incruste dans le carter une charnière à piano pour son ouverture. Je colle des butées pour maintenir le carter fermé. Enfin, je perce dans ce dernier un passage pour le protège-lame du guide. Brosse, pas cher, 1,90 €, pour faire des petits tampons qui empêchent les jantes de s'encrasser. Bon, je peux passer aux finitions. Peindre les carters, vernir et huiler le reste. Tout ce qui est contreplaqué et PVC reçoit un verre basque. Je redémonte le reste. Je fais quelques petits usinages de dernière minute pour fignoler l'esthétique. Et j'applique une bonne couche de vernis polyuréthane sur la majeure partie du reste. Les pièces qui bougent ou qui glissent sont huilées. Une fois fait, je peux remonter la bête pour la dernière fois à sa place définitive.
Je remplace les entretoises provisoires par des métalliques. Après un petit coup de peinture sur le moteur, je repose le branchement et je fixe le condensateur. Voilà, c'est remonté. Il ne me reste plus qu'à faire un boîtier électrique. J'ai acheté un interrupteur bipolaire à 6,75 € et aussi un arrêt d'urgence coup de poing à 9,90 €. Je fais le boîtier en médium qui vient se fixer sur le piétement. Le branchement est tout bête, je passe par le coup de poing avant de couper le reste par l'interrupteur. Et ben voilà, elle est finie. Bon, faisons un petit débrief de cette fabrication. Financier d'abord. Le compte arrive à peu près à 250 €. Je n'ai pas compté des petits outillages, des bricoles achetées de la visserie, je rajoute 50 € pour être large, je dois m'en tirer pour 300 €. Évidemment, j'avais énormément de choses en stock, de la matière première, bois, métal, visserie, boulonnerie, vernis, peinture, etc. Si vous devez l'envisager vous-même, ce sera sûrement pas du tout le même budget. Je me suis régalé à fabriquer cette scie, j'ai fignolé. La météo m'a fait perdre un peu de temps, j'ai dû passer 3 mois dessus à peu près. Mais pensez bien que j'ai pas mal d'expérience derrière moi, c'est un gros projet. Ne vous lancez pas à corps perdu dans cette fabrication, réfléchissez bien avant. Perso, en tant que pro, je vais finir par rentabiliser le temps et l'argent que j'y ai mis, pensez-y. Je vous dis ça pour pas que vous gâchiez vos ressources. Par contre, le plaisir de travailler sur une machine-outil qu'on a fabriquée soi-même, là c'est incomparable. Alors elle est finie, oui et non, la base est terminée. Il va falloir l'optimiser et la régler au poil pour la refonte. Ça va se faire petit à petit. Je ferai prochainement une vidéo de l'accessoirisation. Je dois faire un guide parallèle, un guide d'angle, et j'aimerais intégrer un éclairage aussi. C'est fini pour cette fois, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, plein de bisous.